Salut à tous, c'est Mathieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des lectures. Ça faisait un petit moment qu'on n'a pas fait, je sais que beaucoup d'entre vous attendent ces vidéos. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de deux mangas que je viens juste de terminer, enfin de deux tomes que je viens juste de terminer. Il s'agit du tome 5 de Platinum End et du tome 4 de X-Arm. Il me semble que je n'avais pas parlé du tome 4 de Platinum End et pareil, donc du tome précédent de X-Arm. Enfin, je suis plus sûre pour X-Arm, mais lui c'est sûr, j'en avais pas parlé. Donc du coup, on va dire que comme ça, au moins, ça rattrape un peu le retard parce que le tome suivant va sortir à la fin de ce mois-ci. Et donc du coup aussi, comme ça permet de pas non plus spoil toute l'histoire au fur et à mesure. Ça fait un petit laps de temps comme ça peut être pas trop mal. Donc avant de commencer aussi, je veux prévenir parce qu'apparemment ça a un petit peu choqué certaines personnes qui sont tombées par hasard sur mes vidéos. Il va y avoir du spoil dans ces vidéos. Je vais vraiment vous raconter dans les grandes lignes ce qui s'est passé là-dedans. Donc si vous voulez pas savoir, vous partez, ou alors vous passez directement à mon avis sur le tome. Je mettrai le chrono pour ce moment-là. Donc si vous voulez y aller, vous y allez, mais voilà, c'est normal, il va y avoir du spoil pour les deux tomes. C'est le principe de mes vidéos sur les lectures. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait faire dans l'ordre alphabétique, donc on va commencer par le tome 4 de X-Arm. Ce qui est intéressant avec ce tome, c'est qu'en fait, tout va se passer sur un laps de temps, enfin, c'est un tome assez épais, mais qui va tout se passer sur un laps de temps assez court. Enfin, ça va être dans un temps limité, car c'est vraiment un tome entier sur quoi il va se passer quoi. Une heure, même pas, franchement, je pense qu'il n'y a même pas une heure d'histoire là-dedans. Donc c'est vraiment assez condensé, mais il y a vraiment énormément d'informations. On insiste d'abord à la bataille entre Elmira, voilà, si je ne me trompe pas, entre Elmira, donc c'est le robot, c'était le droïde donc de Moro, qui lui est dévoué même au-delà de la mort, vous allez comprendre tout de suite, et qui en fait a utilisé le pouvoir de Moro, donc de l'ex-arme de Moro, pour pouvoir le défendre, etc. Et donc, si vous avez vu le tome précédent, vous savez que Elmira est aussi un androïde de plaisir charnel, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, faut pas être étonné si par exemple à un moment, il y a forcément donc, une page où on va la voir, elle est torse nu. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est une droïde de joie. Donc on va insister entre un combat entre le Elmira qui est dans un bipode et face à Akira qui lui utilise, donc grâce à ses pouvoirs d'X-Arm, parce qu'on rappelle que Akira c'est l'X-Arm 00. Donc, grâce à ses pouvoirs, en fait, il va contrôler une machine de guerre. Voilà, c'est un humanoïde, enfin un droïde humanoïde, plus à l'état on dirait plus un soldat, voilà, type Halo, etc. Alors, vraiment une grosse armure comme ça qui est vraiment très évolué et qui lui permet d'utiliser ses capacités donc neurologiques, je sais plus comment on dit dans ce cas-là, pour pouvoir contrer les attaques de Elmira. Donc je vais pas vous dire exactement parce que c'est déjà un petit peu complexe, faut être dans l'histoire, etc. Mais en gros, ils vont découvrir comment fonctionne le pouvoir de Elmira, comment elle l'utilise. Surtout que voilà, on a plein de nouvelles de Moro, donc pourquoi, comment elle y arrive. Attention, la grosse spoil de l'histoire. Moro est en état de mort cérébrale et elle est connectée à lui directement. Il se trouve dans le bipode avec elle. Voilà, donc en gros, elle le protège au plus près d'elle. Mais voilà, c'est extrêmement dangereux aussi d'emmener dans la bataille. Ils vont découvrir comment fonctionne le pouvoir d'Elmira grâce à l'espèce de cow-boy qui avait l'ex-arme au niveau du pied. Je sais plus c'est laquelle et je me souviens plus comment il s'appelle. Donc c'était l'ancien médecin, etc. On avait vu son histoire dans le tome 3. C'est lui qui va finir par dire comment comment fonctionne le pouvoir donc, de cette ex-arme, de l'ex-arme de Elmira, et c'est grâce à ça que Akira, qui va rentrer dans une rage assez particulière, il va tellement partir loin dans son hacking, parce que oui, on rappelle que Akira hack avec ses capacités neurologiques. Il va carrément aller jusqu'à hacker des sources confidentielles donc du gouvernement, etc. Même de gouvernements étrangers pour pouvoir battre Elmira. Donc c'est assez complexe comme je vous l'avais dit. Mais c'est vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, ça m'avait saoulé parce que je m'étais arrêtée en plein milieu du tome où ça arrivait. À la fin de l'histoire, donc ils finissent par vaincre Elmira. Et la chose particulière, Akira va avoir trop utilisé ses capacités et donc il va en gros se mettre en veille pendant un grand moment. Et en fait toute son équipe, donc Minami, Alma, etc. vont profiter de cette occasion pour lui créer un monde. Ils vont tous aller dans le cerveau de Akira grâce à des machines. Voilà, c'est comme les films un peu futuristes, vous rentrez dans une grosse cellule hermétique comme ça, vous rentrez dedans, vous endormez, puis vous allez dans le cerveau de la personne.
Enfin, voilà, et en fait, ils vont essayer de trouver des réponses à ce qui s'est passé par le passé pour savoir qui a fait les attentats. Donc, je crois que c'était les JO de 2020, etc. Ils vont essayer de trouver ça en allant dans le passé de Akira, et il va falloir aussi qu'il surmonte les traumatismes qu'il a eus, et c'est assez particulier et ça devient relativement intéressant. On s'éloigne un peu, je pense. Dans le prochain tome, on va un petit peu s'éloigner des X-Arms, même si on est en plein dedans, parce qu'on est dans le cerveau d'Akira. Mais c'est vraiment très intéressant. Donc mon avis global sur le tome, c'est un peu mélangé avec le résumé, on l'aurait bien compris, c'est que moi j'ai vraiment adoré cette lecture, comme j'ai dit, ça m'a un peu saoulé de devoir arrêter ma lecture en plein milieu, surtout à un moment où c'était vraiment palpitant. Les graphismes sont vraiment toujours au top, franchement, donc c'est que le dessinateur c'est Shinya Komi, franchement il fait un travail de malade. De toute façon, rien quand on regarde la couverture, on voit les détails, bon, c'est allemand à moitié enfin à moitié elle est à poil, hein, mais c'est pas grave. Quand on regarde par exemple le satellite, etc., le ciel, enfin, par exemple je vais prendre une page au hasard, hop, franchement. Bon, ça va un petit peu, voilà, l'histoire c'est pas top, mais vous voyez un peu tous les détails, tous les personnages et tout qui sont impliqués, en plus c'est une page complète. Et je sais pas, quand vous regardez ça, vous trouvez ça mais magnifique. Je vais essayer de retrouver quand même le moment où Akira rentre en osmose complète. Je sais pas si on verra bien de loin, mais franchement, on a des détails, etc. C'est même faire des écrans d'ordinateur. Je sais pas, je trouve ça cool. Voilà, mais pour exemple, toute la partie là, c'est vraiment magnifique. Franchement, je suis toujours autant à fond dans X-Arm. Je regrette d'avoir eu une pause comme ça. J'ai vraiment hâte de pouvoir m'acheter le tome suivant. Et donc, maintenant, on va passer au tome 5 de Platinum End. Juste pour situer un petit peu, à la fin du tome 4 de Platinum End, Saki avait le désir d'affirmer sa personnalité et de vraiment entrer enfin dans la bataille des dieux. Du coup, essaye par tous les moyens d'être plus percutante, elle propose des idées qui sont relativement justes, parce que par la suite on apprend que c'est des idées qui sont très bien, et qui se révèlent vraies. Mais aussi apparemment elle souhaiterait obtenir des ailes, car effectivement entre elle, Mirai et Mukaido, c'est la seule à ne pas avoir d'ailes, surtout qu'elle est entourée d'anges, c'est la seule qui n'a pas d'ailes, c'est un peu la mettre en bad. Hein. Du coup, ils ont un petit peu discuté sur la façon d'obtenir des ailes, et donc soit il faut qu'il obtienne d'un autre participant qui lui cède, ou bien qui meurt et lui donne, enfin voilà, soit il faut que son ange obtienne un grade supérieur, car actuellement donc elle a un ange de niveau 1. Non, actuellement donc son ange c'est Rubel et c'est un ange de niveau 2, et il faudrait qu'il soit au moins ange de niveau 1 pour avoir les ailes. Les anges suprêmes, eux, c'est ceux qui ont la flèche blanche. Donc en fait, Rubel va commencer à se mettre en quête et d'obtenir un rang supérieur pour que Saki puisse avoir des ailes. Tandis que à côté, ils vont essayer quand même de continuer à combattre Metropoliman de cette manière. Sauf que les choses ne se passent pas tout à fait comme ils les avaient prévu. Ce tome 5 est beaucoup centré sur un nouveau personnage qui est aussi un candidat et qui en fait devient un véritable fanatique adorateur de Metropoliman et qui veut à tout prix être son serviteur. Voilà, il veut être à son service, etc. Il veut l'aider dans sa quête. Lui, il n'a pas eu une enfance facile, il n'en a rien à foutre du monde entier, même si Metropoliman devient dieu, il s'en fout parce que voilà, il trouverait ça presque juste, ce serait rigolo, enfin voilà. Sachant que c'était un garçon qui a subi la chirurgie esthétique, des fois il a des faciès un peu particuliers, un coup il va être vraiment sublime avec un look qui va plaire à toutes les femmes qu'il va croiser, et juste après il va avoir un sourire hideux complètement clownesque, voilà, on va dire ça comme ça. Ça peut être par moment jusqu'à le point où je me dis, mais il y a un problème lui. Il s'appelle Hajime, et donc du coup on a le droit à tout son parcours, à son enfance, pour savoir pourquoi aussi il essaie de se suicider, parce qu'on rappelle que c'est quelqu'un qui veut mourir, qui peut prétendre à devenir Dieu. Donc on découvre son enfance, pourquoi il a voulu se suicider, et qu'est-ce qui l'a amené à être du côté de Metropoliman, comment ils se sont rencontrés, enfin comment ils ont réussi à entrer en contact, on voit toute l'enquête derrière ce niveau-là, donc du côté d'Hajime. On voit aussi comment ils vont mettre en place un plan a priori parfait pour pouvoir capturer donc au moins un des participants est mis, donc soit Mukaido, Saki ou Mirai. Malheureusement, c'est sur Mukaido que le sort va être jeté, car en effet, Hajime va kidnapper sa femme et sa fille. Il y a aussi un côté assez sentimental là-dedans, car on avait juste avant appris un peu plus la complicité qu'avait Mukaido avec sa fille, et donc du coup, c'est amené de telle façon à ce qu'en fait on soit triste et qu'on ressente la rage de Mukaido au moment où on apprend le kidnapping de sa femme et sa fille. Juste avant d'apprendre ce kidnapping, il avait également fini de préparer la tenue de Saki,
Mais malheureusement, vu qu'elle n'a pas d'aile, ils refusent qu'elle vienne avec eux pour sauver donc sa famille. Elle devra donc attendre à leur nouveau QG. Je vous laisse découvrir avec la lecture comment il est parce que voilà, c'est assez particulier. On voit aussi que Milai s'affirme peu à peu car on avait vu dans le tome précédent qu'il refusait de tirer donc, des flèches rouges ou même il voulait même pas sortir sa flèche blanche parce qu'il ne peut pas tuer les gens. Or là, au moins pour effrayer un adversaire, il a osé tirer une flèche et c'est déjà un peu plus impressionnant, c'est-à-dire qu'il commence à prendre un peu plus confiance en lui, il voit les priorités, il veut pas par exemple que Mukaido se fasse tuer parce que lui il n'aurait rien fait, il commence à prendre peu à peu conscience de tout ça. Là il est encore en mode gentillet, mais je pense que dans les tomes prochains ce sera un peu plus violent, peut-être qu'il va... J'attends de voir quand est-ce qu'il va tuer quelqu'un pour la prochaine fois, ce sera peut-être dans le prochain tome, peut-être qu'il tuera Hajime, ça on sait pas trop, sachant qu'il y a aussi Metropoliman qui est entré en scène, ils sont tous dans le même lieu, sauf Saki donc qui est resté au QG. Et donc là, Mukaido est enfermé avec sa femme et sa fille pendant que Mirai essaye de le protéger du mieux qu'il peut, alors que face à lui, il y a quand même Hajime et Metropoliman. Le tome aussi, je l'ai lu très rapidement, je crois que je l'ai lu quasiment d'une traite, ou alors non, je m'étais coupé et je l'ai lu le soir même, j'ai pas attendu le lendemain. Parce que on a vraiment de tout là-dedans, on a du sentimental, on a de l'action, on a de l'enquête, on a vraiment des explications, on a un peu de tout. On a aussi donc aussi bien le point de vue de Saki, de Milai, de Mokaido, de Metropoliman, de Hajime, on a vraiment tout qui se confond, ce qui fait que la lecture est vraiment dynamique, on ne s'ennuie pas. Puis bah, pas peine de parler des graphismes, hein, on connaît tous le talent de Takeshi Obata, c'est l'un des dessinateurs les plus appréciés dans les mangas, quand on voit par exemple par rapport à Death Note. Il est où Death Note? C'est bon, j'ai retrouvé Death Note, il est derrière là. À l'époque de Death Note, c'était déjà sublime. De toute façon, si vous voulez voir un peu plus de détails, regardez des scans, regardez, vous allez en librairie, vous feuilletez les pages. C'est vraiment sublime. Rien que par exemple, on voit l'apparition d'un ange, on a l'impression que c'est flou. Enfin, je sais pas comment il a fait pour faire cet effet-là. On voit que c'est quelque chose de net, mais il y a un effet dessus qui fait que oh, c'est un ange. Enfin, vous voyez un peu le genre quoi. Et même il a réussi à mettre en place un personnage, donc celui d'Hajime, avec un faciès assez particulier. Il n'a pas un visage comme tout le monde, il n'a pas des cheveux comme tout le monde. Il est certes par moments beau, mais c'est vraiment particulier à quoi il ressemble. Donc au niveau franchement de l'histoire, de comment s'agencer, c'est vraiment une très très bonne lecture. Donc voilà, je vous ai un petit peu résumé mes lectures et je vous ai aussi également donné mon avis. J'essaye de quand même de raconter sans trop spoil. Voilà, je vous donne les grandes lignes mais pas les détails pour essayer de vous titiller la curiosité, surtout donc par rapport à X1 avec tous les détails par rapport au hacking, etc. Parce que déjà, ce serait long à expliquer, il faut vraiment être à fond dedans pour comprendre. Parce que même moi, quand j'ai commencé à relire, je me merde, c'est quoi ça? Ah oui, il y a ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eux, il y a eux. Voilà, faut vraiment suivre l'histoire. Et là, si je vous le sors de but en blanc, ça peut être un peu surprenant. Franchement, c'est deux très bonnes lectures. Et donc, lui, le tome suivant, il sort le 20 septembre, si je dis pas de bêtises. Et par contre, X-Arm, je ne sais pas. Donc le tome 5 de X-Arm est sorti au mois d'août, donc je suis en retard. Mais par contre, le tome suivant, donc le 6, le tome 6, voilà, lui il sortira que en décembre apparemment. Là, donc du coup, ce sera tout pour cette vidéo donc de mes lectures sur ces deux tomes. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas également à éventuellement lancer des débats, donner votre avis dans les commentaires. Vous savez très bien que moi, je vais clairement rentrer dedans. Je vais discuter avec vous, même si je réponds pas dans la minute. Voilà, le lendemain, généralement, j'ai répondu. Donc n'hésitez vraiment pas, je suis vraiment là pour discuter parce que c'est ce que je veux aussi à la base. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!